Up arise in the canyon, that's where I long to be, with my three good companions, just my rifle, pony and me. Microciné, épisode 242. Aujourd'hui, nous n'allons pas parler de cinéma. Enfin, un petit peu, mais pas vraiment. On va parler d'un livre qui parle d'autre chose, qui s'appelle Paris Punkabilly 76-80. C'est celui-ci, c'est édité chez Marest. Je salue Pierre Julien qui m'a aidé à concevoir cette émission. Et l'auteur de ce livre est Vincent Austria, qui a accepté cet entretien. Avant de commencer ce dialogue, je voulais surtout le remercier d'avoir accepté l'interview, même s'il s'avère que ce n'est pas un livre sur le cinéma. Comment allez-vous ? Je vais très bien, et vous, merci. Vos problèmes se sont arrangés d'électricité ? Tous les problèmes se sont arrangés, mais j'ai la voix qui commence à enrouer, donc il se pourrait qu'à la fin de la journée, je sois aphone, mais on va quand même la faire, cette interview, je ne m'inquiète pas pour ça. Donc, je disais oui, quand je vous ai contacté la première fois par mail, vous m'avez dit, écoutez, pourquoi pas, mais ça parle pas beaucoup de cinéma, mon livre. Et moi, je vous avais répondu, c'est pas grave, j'ai envie de discuter avec vous, la thématique m'intéresse beaucoup, même si je ne l'ai pas vécu. Moi, je suis né en 76, donc c'est au début de votre livre, pratiquement. Donc, j'ai pas vécu cette période-là, mais j'en ai entendu parler. Et puis, surtout, sans être dans la flagornerie, voilà, vous êtes une plume que je lisais énormément, surtout aux Inrecuptibles dans les années 90. Et donc, et puis je vous ai suivi aussi par rapport à vos films. Donc, j'avais envie de savoir. J'aime bien, il y a quelques plumes comme ça qui m'ont accompagné, qui m'ont guidé, et j'aime bien aussi savoir d'où viennent ces plumes, quelles sont leurs images marquantes, leurs débuts. Et quand j'ai su via Pierre Julien qu'il y avait ce livre qui allait être édité, ça m'intéressait. Parce que aussi, je me souviens d'un article, alors peut-être que je me trompe, mais je pense pas. C'était un article sur les Stinking Toys, et c'était vous qui l'aviez écrit, et vous parliez à ce moment-là de la proximité que vous aviez avec les Stinking Toys. À l'époque, moi, je ne savais pas qui étaient les Stinking Toys. Moi, j'étais plutôt soul, rhythm and blues, voire même le rock and roll des années 60, des années 50. Mais c'est en lisant cet article que j'ai su qui ils étaient. Honte à moi, qui est Jacquenot, qui est tout ça, voilà. Et donc, je me suis dit, et ça m'intéressait, et ce qui m'avait surpris énormément, c'est le jeu que vous utilisiez, la proximité qu'on pouvait se le permettre dans un article qui était vendu dans un hebdomadaire et qui était vendu au public. C'est-à-dire qu'on pouvait se permettre de dire « je » et de dire « oui, j'ai connu » et c'était pas comme ça et c'était autrement. Et donc, c'est pour ça que des années après, quand il y a ce projet qui est arrivé, je ne pouvais pas ne pas le lire et ne pas vous inviter. Voilà, c'est pour ça. Vous avez de la mémoire, parce que oui, j'ai dû écrire un article assez bref dans les Inrecuptibles sur cette proximité avec ce groupe dans les années 70. Et voilà, mais d'une certaine manière, je suis venu au cinéma par le rock'n'roll, mais bon, c'est une longue histoire. On pourra en reparler un peu plus tard. Donc, quelle était votre question finalement ? Alors, donc, non, ça, là, ce que vous venez de dire sur le rapport au rock et au cinéma, si ça vous dérange pas, à la fin de l'émission, j'aimerais bien je suis très curieux de la connaître. La question, il n'y avait pas de question, c'était juste pour expliquer pourquoi vous êtes là, et même si le livre ne parle pas pleinement de cinéma, alors que dans la deuxième partie, il y a le journal de bord de votre tournage de votre film qui s'appelle Crime, et donc ça vous en parlez. Non, juste, est-ce que, question très basique, certes, mais comme ça me permettra de savoir un petit peu l'origine de ce livre. Est-ce que parce que quand je lis votre livre, je me suis posé cette question, est-ce que l'envie de revenir sur cette période, j'avais l'impression que cette envie ne vous a pas accompagné pendant de très longues années. C'était quelque chose qui est arrivé à un moment précis. Vous vous dites, bon, pourquoi ne pas prendre le temps de voir un peu ce qui s'est passé à cette période-là. Et on a l'impression j'ai parfois l'impression quand je lis des biographies ou des genres de ce genre, on a l'impression que l'auteur, depuis très longtemps, avait envie de parler de cette période-là. Et moi, peut-être que je me trompe, je me suis dit non, c'était pas le bon moment, et là, c'était peut-être le bon moment. Oui, vous avez tout compris. Vous avez vraiment un sens très développé, un sixième sens, je sais pas. Mais oui, effectivement, j'ai jamais eu l'idée d'écrire mes mémoires. J'ai pas du tout l'habitude de parler de moi déjà. J'aime pas tellement. Déjà une interview, ça me gêne. J'ai même mis des lunettes noires parce que je suis trop, je suis un peu réservé.
introverti, mais ça peut se ressentir dans la lecture du livre, parce que je fréquente des gens qui sont un peu extravertis et moi je suis toujours en retrait. Donc la raison pour laquelle j'ai écrit ce livre, c'est encore le cinéma. C'est ça qui est étonnant. C'est parce que au départ, donc j'ai tourné un film, j'ai tourné beaucoup de courts-métrages. Les trois quarts étaient sans financement, sans argent, etc. Et j'ai eu la chance d'avoir une aide pour tourner un long métrage, enfin même pas, pour tourner un court métrage expérimental, avec laquelle moi et une production, on a réussi à tourner un long. Bon, ça c'était le film Crime qui est sorti en 2010. Et après ça, j'ai continué à essayer de faire des films et j'ai continué à essayer d'avoir des subventions pour des longs métrages. J'en ai écrit pas mal, soit des adaptations, soit des histoires originales. Par exemple, j'ai écrit une adaptation de la Métamorphose de Kafka, je me refuse rien, ou bien une adaptation de roman d'un écrivain anglais du 19e siècle qui s'appelle Wilkie Collins, dont La Dame en blanc. Et tous ces projets n'ont jamais réussi à aboutir parce que je suis quelqu'un qui n'a pas beaucoup comment dire, qui se débrouille mal et qui n'arrive pas à trouver des financements. Donc j'ai déposé les scénarios à l'aide du CNC, donc le Centre du cinéma, et à chaque fois ça ne marchait pas. Et j'ai réfléchi, je me suis dit, ce qui marche en France, c'est l'autobiographie, c'est la proximité avec la vie quotidienne, c'est tout ce qui a réussi à des gens comme Truffaut, ou bien le cinéma de Piala, tout ça, c'est un cinéma qui s'inspire de la vie directe. Même moi, quand j'étais jeune, donc j'ai écrit dans les cahiers du cinéma assez longtemps, ce qui m'énervait, c'était que c'était trop proche de la vie quotidienne. Quand je voyais des films de Doyon, je me disais, mais c'est comme ma vie, ça ne m'intéresse pas de voir ma vie. J'avais comme une espèce de rejet par rapport à ce cinéma trop épidermique et trop proche de la réalité. Mais je voulais quand même faire des films et je me suis dit que mes idées étaient trop bizarres et trop décalées. Donc j'ai réussi à trouver cette idée d'écrire un scénario qui soit inspiré de ma vie réelle. Et pour moi, la période la plus, comment dire, pas spectaculaire, mais la plus chatoyante, disons, la plus amusante, c'était ma jeunesse. Et surtout, à peu près 5 ans, 5-6 ans, dans la deuxième partie des années 70, où j'ai fréquenté beaucoup des groupes de rock, par hasard, mais c'était vraiment pas... Enfin bon, j'aimais beaucoup le rock au départ, donc c'était aussi pour ça, mais j'ai rencontré des gens, et de fil en aiguille, j'ai passé pas mal de temps avec ces gens. Et donc j'ai eu l'idée de raconter cette période dans un scénario. Et pareil, alors j'ai déposé le scénario et ça va fonctionner. J'ai trouvé une espèce de producteur, mais qui n'était pas très sérieux, qui n'a rien fait. Donc ça n'a pas avancé et je me suis dit, bah, j'en ai marre, qu'est-ce que je vais faire? Et après, j'ai eu l'idée de transformer ça en livre. Donc j'ai rajouté beaucoup de chapitres moins, comment dire, moins discursifs, plus comment dire, introspectifs, qui sont intercalés avec des scènes réelles qui se sont déroulées. Et à partir de là, j'ai fait un livre. Voilà, c'était comme une expérience. Je voulais voir ce que ça pouvait donner en faisant un livre avec ça. Et comme j'avais écrit vaguement, parce que c'était pas un journal très suivi, le journal du tournage, de la préparation et du tournage de mon film Crime, j'ai eu l'idée de relier ça à cette période des années 70, en pensant que pour moi, donc la théorie du livre, c'est que j'ai fréquenté le monde punk sans y adhérer, et en même temps, après coup, en me disant, moi-même, finalement, j'étais aussi punk en prétendant ne pas l'être. Et le film que j'ai tourné 30 ans après, il est aussi un petit peu... c'est un peu aussi un film punk dans un certain sens, parce qu'il est tourné en noir et blanc, que c'est un film un peu fracassé sur le plan narratif, et aussi parce qu'il y a certains éléments qui sont vraiment des éléments qui viennent du punk. Il y a par exemple le réalisateur F.J. Osang qui joue un petit rôle,
Et lui, pour moi, c'est le cinéaste punk par excellence. Il n'y en a pas d'autres en France. Et donc il y a ces petits repères. Il y a aussi Eva Ionesco, qui est l'égérie du Palace, qu'on voyait tout le temps dans les années 70, quand elle avait 15 ans, 16 ans, 17 ans, qui joue un rôle parce qu'elle est devenue actrice. Donc, il joue un des rôles principaux du film. Donc, il y a toutes ces passerelles entre ma jeunesse et le film que j'ai tourné très longtemps après, qui d'ailleurs s'est inspiré d'une espèce de performance qui avait été filmée par un ami qui était un ancien musicien des Sticky Toys. Donc il y a plein de correspondances. Donc tout ça pour dire que j'ai écrit un livre en partant d'un scénario. Mais bon, j'ai beaucoup travaillé sur le scénario pour le rendre moins, moins scénaristique et un peu plus livresque, entre guillemets. Voilà. Mais c'est incroyable parce que au début vous avez nommé un auteur que j'affectionne particulièrement, qui est Wilkie Collins, et c'est incroyable parce que ça me fait penser à la Pierre de Lune, et dans la Pierre de Lune, au début, je sais pas si vous vous souvenez, il y a ce personnage qui raconte l'histoire et qui au départ nous parle de sa passion pour les aventures de Robinson Crusoe. Et je trouve ça extraordinaire parce que, alors que nous, on s'attend à ce que l'histoire commence, et Wilkie Collins nous enferme comme ça dans le rapport qu'entretient un de ses personnages avec Robinson Crusoe. Et je trouve que c'est exactement ça, votre livre. C'est que si on a envie de connaître les rebondissements, les événements, je ne sais pas quoi, il faut partir. C'est pas fait. Le livre n'est pas fait pour eux, pardon. Non, le livre, c'est autre chose. C'est vraiment une grande parenthèse que vous ouvrez, où ça pourrait être quelqu'un qui va vous parler des aventures de Robinson Crusoe, avec comme toile de fond tous ces personnages qui à un moment vont former ce qu'on appelle le mouvement punk. Et c'est ça que j'ai adoré dans ce livre, c'est que c'est pas un livre, enfin je sais pas si je me trompe, mais en tout cas ce n'est pas un livre, c'est un livre extrêmement épuré, ce sont des anecdotes, et on a cette impression que lorsqu'on sort du bouquin, on n'a pas cette impression on a cette impression d'avoir passé un petit moment, un après-midi avec vous. Vous nous avez raconté comme ça des éléments du puzzle, mais vous nous avez pas tout donné. Et c'est à nous, en fait, de reconstituer tout ça. Et c'est génial, je trouve. Et en fait, je voulais faire le contraire d'un livre historique et même journalistique, parce que ça a déjà été fait de toute façon. Tout le monde a déjà raconté de long en large cette époque et cette période qui n'est pas finalement très importante en France. Et moi, ce que je voulais raconter, c'est des scènes, c'est des scénettes, un peu comme ça, comme vous dites, un peu drôlatique, pas du tout quelque chose d'exhaustif, c'est la subjectivité totale. Il n'y a aucun élément vraiment historique dans ce que je raconte, c'est vraiment ce que j'ai vu moi-même et pas du tout ce qui se passait à côté. Donc, il n'y a pas de volonté documentaire ni historique du tout. C'est pas du tout le principe du livre. Vous avez raison. Et après, quand vous parlez de Robinson Crusoe, ça voudrait dire que moi j'étais un naufragé dans une île déserte et je me suis retrouvé au milieu d'une foule de personnes avec lesquelles j'avais pas beaucoup de points communs. Je sais pas, peut-être que vous pouvez dire ça. Cela dit, pour revenir à Wilkie Collins, j'avais mélangé deux romans de Wilkie Collins. C'était La Dame en blanc et un autre roman qui s'appelle Basile. Donc en gros, le début de mon scénario, c'était La Dame en blanc, avec une histoire de jumelles assez tordue, que j'aimais beaucoup. Et la fin, c'était Basile. Et la fin était vraiment apocalyptique. D'ailleurs, j'aurais eu du mal à la tourner parce que c'était visuellement très compliqué, mais voilà. Tout ça pour revenir à Robinson Crusoe, à l'île déserte, et au fait que ce que je raconte n'est pas comment dire, le compte rendu jour par jour de ce qui s'est passé dans le underground parisien des années 1975, 80 et les poussières, quoi. Voilà. Et question un petit peu bateau, mais parce que dans le bouquin, il y a un garçon qu'on surnomme le pape. Bon, on comprend très vite que le pape, c'est celui qui est à côté de moi, là, qui est en face de moi, le pape. Et quand vous écrivez sur le pape avec 30 ans comment dire, il y a des moments où il vous fait rire, ce personnage.
rire dans le sens où vous dites quand même, il se prend trop au sérieux, ou alors pas assez, ou il y a eu comme ça des moments pendant l'écriture où vous disiez, Oui, il je sais m'ennuie. pas. Excusez-moi, je vous interromps trop. Oui, je vous en Euh, prie, allez-y. non, non, finissez, ou redites-moi parce que je vous ai coupé tout le temps. Oui, je disais qu'est-ce qu'il y a eu des moments où ce pape, ce personnage qui est, enfin, c'est vous, quoi. Est-ce qu'il y avait des moments comme ça où, quand vous le regardiez hanter le livre, hanter le manuscrit, le récit, il n'y avait pas des moments où vous vous disiez, bon là, finalement, il m'ennuie un peu ce personnage, ça n'est plus moi, parce que 30 ans, enfin, des décennies se sont écoulées. Et quel était le regard que vous aviez sur ce personnage qui est très sympathique, qui est très marrant, mais qui est parfois peut-être maintenant, vous, de ce que vous êtes devenu, est-ce qu'il y avait comme ça parfois des moments où vous aviez peut-être envie d'arrêter parce que ça ne vous concernait plus? Je sais pas très bien et en même temps, je sais même pas pourquoi j'ai trouvé cette idée de dédoublement de personnalité. Je pense en fait, ça vient aussi du scénario. C'est-à-dire que le scénario, il n'est pas écrit à la première personne. C'est impossible d'écrire un scénario à la première personne. Enfin, c'est pas impossible, mais ça sous-entend qu'il faut que le personnage s'exprime constamment à l'image ou bien qu'il y ait une voix off permanente. Euh, donc, j'avais écrit un scénario avec que des troisièmes personnes, pas des premières. Et donc, le pape, c'était un personnage parmi d'autres. Et à la suite de quoi, j'ai ajouté des chapitres euh, où je m'exprime directement, c'est-à-dire en disant je. Donc ça fait qu'il y a deux personnages. Il y a le personnage qu'on retrouve dans des scènes que je vois de l'extérieur, et le personnage qu'on retrouve dans d'autres chapitres moins narratifs, où je m'exprime, Mmh. c'est-à-dire où je donne plus mon point de vue. Et là, je ne m'appelle plus le pape. Et ce pape, déjà le nom, enfin le surnom est un peu comique. Donc évidemment, il y a une forme d'ironie, ne serait-ce que dans le surnom, mais qui était réelle, et je ne peux pas dire que je prenais au sérieux toute cette époque, euh, mais je ne veux pas dire que je prends ce personnage en dérision plus que les autres. Tout le Mmh. monde il prend un peu pour son grade, et je suis à peu près, comment dire, équitable dans mes ironies et enfin, oui, dans mon ironie. Donc lui aussi, il est un peu ridicule, mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse? J'étais comme ça. Donc D'ailleurs, un oui, moment dans le, D'ailleurs, je crois qu'à un moment dans le livre, il faudrait que je le retrouve, le passage où vous dites en gros que finalement les 5 ans que vous avez passés ne sont pas si extraordinaires que ça. Mais par contre, ça vous a quand même donné, ça vous a construit sur quelque chose qui est encore en vous, qui vous accompagne, c'est cette méfiance envers la société. Ça m'a oui, marqué enfin, cette phrase-là. construit et méfiance, ça ne va pas très bien ensemble en principe, parce que construire, c'est quelque chose de positif, et se méfier, c'est quelque chose de négatif. Mais bon, je pense qu'il y avait quelque chose qui était en moi déjà avant, c'est-à-dire une espèce de, oui, de défiance de la société. Et aussi, oui, j'ai toujours été comme ça. Mais le fait que j'ai fréquenté ces gens-là, ça a sûrement accentué, entre guillemets, ma misanthropie. Euh, C'était que, comme nous constituons une espèce de monde à part, qui c'était pas vraiment de la méfiance ou de la défiance, c'était plutôt du rejet. C'est-à-dire que on prenait cette société pas très, on n'adhérait pas à cette société parce qu'on trouvait qu'elle était vulgaire, on appelait ça, il y avait un mot qui revenait souvent et que les gens connaissaient pas à l'époque, qui est le mot ringard. C'était vraiment un mot clé. Mes parents, ils comprenaient pas ce mot quand j'étais jeune, mais c'est un mot qui est devenu, comment dire, très courant. Euh, et donc, on était très en porte-à-faux par rapport à cette société, c'est-à-dire qu'on vivait au milieu de la société, mais sans participer. Et d'ailleurs, presque personne ne travaillait réellement. Il y avait juste des gens qui jouaient de la musique, mais même au point de vue musical, ils n'étaient pas facilement acceptés. Il n'y avait pas vraiment de salle de concert où ils pouvaient jouer. Ils jouaient dans des petits endroits.
souvent en banlieue. Donc, même le rock, c'était quelque chose de un petit peu marginal encore dans les années 70. Et tout ce qui était lié à ce rock, c'était aussi, pas vraiment de la délinquance, mais il y avait quand même une proximité avec la marginalité, la marge, les interdits, tout ça. Il y avait une volonté c'était proche des principes du punk anglais, et où on rejetait la société bourgeoise, je ne sais pas. C'était pas politique, mais la manière de rejeter avait quand même un petit peu un aspect politique qui n'était de la politique sans dogme, disons. Voilà. Il y a de cela, mais et aujourd'hui, vous parliez de ringard, de ringardisation, quand on écrit, j'imagine, je pense que quand on crée quoi que ce soit un livre ou une chanson ou une peinture, il y a souvent comme ça une résonance un peu avec la société dans laquelle on vit. Et vous, quand vous écrivez ce livre, la société dans laquelle on vit, c'est la même que la mienne, mais elle a changé, elle est plus celle des années 70. Est-ce qu'elle, selon vous, encore, là je me permets une digression, mais le livre le veut aussi. Est-ce que cette société aujourd'hui, elle est encore plus ringarde que celle qu'elle a été dans les années 70, une société giscardienne, le consumérisme, tout cela, que vous rejetiez en bloc pour les raisons qui vous sont propres et que je comprends parfaitement? J'ai plus de mots pour exprimer ce que de la société. La ringarde, ça me semble un peu léger encore. Je me sens très, très loin de la société. Non, je n'adhère pas beaucoup à ce que je vois, même aux différents registres, aux différentes classes sociales. Ce que je vois en gros, c'est ce que je dis dans le livre, c'est que la consommation s'est accélérée à un point de nous envahir totalement et à même oblitérer tout l'esprit critique qu'on pouvait encore avoir dans les années 70. Et je pense que c'est une des raisons pour lesquelles la politique a disparu, c'est que la consommation est devenue tellement omniprésente que les gens n'ont même plus la possibilité d'avoir du recul. Je pense que quand on utilise Internet, on fait partie d'Internet, et que d'une certaine manière, on ne peut pas se mettre en dehors. Donc, utiliser Internet, c'est avoir des objets, c'est avoir des outils, c'est avoir des machines. Tout ça, c'est tout un ensemble commercial qui fait qu'on ne peut même plus se mettre à l'extérieur. On ne peut même plus vraiment le critiquer sérieusement. Donc, je prends pas très au sérieux les gens qui critiquent la société, puisque je considère qu'ils en font partie et qu'ils y participent, même si ils s'en défendent. Donc, je pense que les choses sont beaucoup plus compliquées et qu'on n'a pas beaucoup fait de progrès par rapport à ma jeunesse. Je pense que c'est pire. C'est tout. Mais là, je vais vous poser une question extrêmement naïve. Mais prenons par exemple le cinéma, la musique. Il y a encore peut-être quelque chose par rapport à cela qui permet de déringardiser cette société. Non, mais ringardiser, c'est pas le mot. Comment dire, c'est pas le mot valise qui peut. Non, c'est pas valise, mais c'est pas le mot qui définit tout, quoi. Il y a des choses qui existent partout, mais ce qui est différent, c'est l'accessibilité qu'on peut avoir à ces choses. Donc je pense qu'il y a des artistes géniaux, mais ils n'ont plus vraiment de possibilité d'être, même pas d'être connus, mais de s'exprimer actuellement. Je n'ai pas l'impression qu'on puisse savoir qu'il y a des artistes géniaux. Donc, je pense qu'il y a tout est possible et tout existe. Il y a encore des musiciens super, il y a des cinéastes vraiment magnifiques, mais
par exemple, pour les cinéastes magnifiques qui peuvent exister, ils ont très peu de possibilités de s'exprimer. Ils peuvent faire des films peut-être plus facilement avec des outils plus performants et moins chers, mais en même temps, ils ne peuvent pas vraiment montrer leur production. Donc, c'est comme si ça n'existait pas. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui existent encore, mais qui sont très dispersées, très diluées et complètement obscurcies par tous les médias qui nous martèlent des choses très pauvres. Moi, je suis un peu d'accord avec Martin Scorsese quand il me dit du mal des blockbusters. Je pense que c'est quelque chose qui fait beaucoup de bruit, qui utilise beaucoup d'argent, mais qui sonne creux complètement, quoi. Donc c'est un peu ça le problème, c'est toute la dimension esthétique et même un peu artisanale de l'art a presque disparu au profit des gros produits industriels qui obscurcissent tout notre paysage mental. Je crois que Scorsese, je crois alors il parlait des blockbusters, certes, mais je crois qu'il attaquait précisément les films de super-héros, les Marvel, je pense, si je me trompe pas. Oui. Enfin, peu importe. Oui, c'est pas vraiment les blockbusters, encore que pour moi tous les blockbusters sont mauvais, enfin pas mauvais, mais assez pauvres, même s'ils sont très riches dans leur économie. Oui, il parlait plutôt des films de super-héros, mais pour moi, c'est aussi valable. C'est aussi, oui, pour les super-héros, les films Marvel et tout ça. J'ai la même impression. Exactement. Encore une ou deux questions. À la fin dans le chapitre After, il y a deux phrases moi qui m'ont particulièrement intrigué dans leur construction. Elles sont très 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 courtes. Hein. Il y a le pape est oublié, seul Vincent est resté. Donc il y a cette phrase là. Je vais y revenir après. Et puis il y a Pacadis, donc Alain Pacadis, parce que dans le bouquin vous parlez beaucoup d'Alain Pacadis et de ce voyage extraordinaire affrété par Kraftwerk en train. Ça c'est un moment il faut vraiment lire. C'est assez pas. Il y a des petites coupures dans le son, c'est normal ou... Parce que vous avez pas vous. Moi, j'en entends. En fait, je ne vois pas les coupures. Mais en gros, ce que je disais, est-ce que vous m'entendez bien? Oui. D'accord. Je disais qu'il y avait donc deux phrases. Moyen. Bon, il y a le pape est oublié, seul Vincent est resté. Le pape est vraiment, il n'est plus là. Il n'est pas revenu, le pape. À aucun moment, le pape est revenu. Il faudrait dire pourquoi on m'appelait le pape. C'était parce que la chanteuse Elie Medeiros, donc, qui était la chanteuse du groupe Stinky Toys, qui est devenue actrice par la suite, elle m'avait appelé le pape, mais simplement parce que j'avais des lunettes à monture transparente qui ressemblaient à celles du pape Paul VI. Voilà, c'était mon seul point commun avec le vrai pape de l'époque. Et donc le pape n'existe plus parce que on n'est plus à la même époque et plus personne ne me surnomme le pape. C'était surtout Elie Medeiros. Voilà, c'est simple comme bonjour. Et l'autre question? Et l'autre question, c'est, vous dites, Pacadis est mort à 36 ans, assassiné, dit-on. C'est le dit-on qui m'a intrigué. Ça m'a intrigué ce Parce moment. Que je ne suis pas policier et j'ai entendu dire, enfin j'ai vu dans les nouvelles qui ont paru au moment de sa mort, on soupçonnait qu'il avait demandé à son amant de l'assassiner. Donc c'est quelque chose d'assez peu clair. De toute façon, il n'est pas mort de manière très naturelle. C'est comme une énigme. Je n'ai pas la vraie réponse. Et c'est pour ça que j'ai mis dit-on. Dit-on, ça veut dire qu'on n'est pas sûr. On n'est pas sûr, exactement. Quand il a peut-être demandé à quelqu'un. Mais de toute façon, il avait quelque chose de suicidaire et c'est un peu dans la logique du personnage. Quand on lit ses mémoires qui s'appellent Mémoires d'un jeune homme chic, je crois,
on voit qu'il vivait cette période d'une manière très douloureuse. C'était quelqu'un qui souffrait beaucoup et qui se détruisait constamment, et donc on pouvait ne pas être étonné si un jour ou l'autre, il allait au bout de sa logique. J'ai l'impression que quand on referme le livre, j'ai l'impression que cette période-là, mais aussi les personnages de cette période-là, comment dire, vous en êtes pas, vous n'êtes pas nostalgique finalement de tout cela. Il y a peut-être une part de mélancolie, mais il n'y a pas, comme on dit souvent, est-ce que vous regrettez, est-ce qu'il vous manque? Peut-être que je me trompe, mais j'ai pas cette sensation-là que, non pas que ça vous manque pas, mais ça y est, c'est passé. Ça a duré 5 ans, c'est très bien. Maintenant, on passe à autre chose. Oui, c'est vrai, exactement. C'est une période qui était amusante, mais j'en ai pas une nostalgie incroyable. J'ai une nostalgie peut-être de certains moments de mon enfance, comme beaucoup de gens. Mmh. Et c'est des moments qui ressemblent absolument pas du tout, enfin, absolument pas à cette période. C'est plutôt des moments où j'étais en harmonie avec la nature, ou des choses beaucoup plus fleur bleue. Cette période, je n'ai pas une vraie nostalgie. Je trouve qu'elle était amusante et différente, et plus intéressante que si j'avais travaillé dans une banque, ou si j'avais suivi un cursus tout à fait classique, peut-être en faisant des études. J'ai une sœur qui a fait, je ne sais pas combien d'études, 10 ans d'études, un doctorat, tout ça. Moi, j'étais complètement à l'inverse. Et en fait, ce côté un peu bohème et, et gratuit, comment dire, je le regrette pas. Mais cette période, disons d'une certaine manière, je l'ai pas vécue de manière assez complète pour pouvoir en avoir une nostalgie. Rétrospectivement, je me disais, tant qu'à faire, à cette époque-là, j'aurais peut-être dû aller plus loin, faire un vrai groupe, ou être un peu plus actif. Mais bon, j'ai toujours été comme ça, un petit peu en retrait. Donc, des fois, je regrette d'être en retrait. Et donc, c'est pour ça que je ne suis pas nostalgique de cette époque. En tout cas, il faut lire. Il faut lire en tout cas Paris Pancabili 76-80, et c'est édité chez Marest Éditeur. Vous, dans le descriptif de cette vidéo, celles et ceux qui veulent se procurer ce livre, vous avez le lien et vous cliquez dessus. Dernière question à vous de vous laisser, avant de vous laisser tranquille, Vincent Austria. Est-ce que vous pouvez me raconter d'où vous vient l'amour du cinéma via le rock? Il y a vraiment des crashs, hein. Le cinéma. Alors, je ne voulais pas vraiment dire ça. C'est pas la passion du cinéma, elle a toujours été là chez moi. Elle est venue en même temps que la musique, d'une certaine manière, parce que j'avais pas de télévision, et on allait régulièrement au cinéma, comme tous les gens. C'est-à-dire, on allait au cinéma le week-end avec mes parents, et c'est peut-être mes parents qui m'ont donné le goût du cinéma. Ensuite, je suis devenu cinéphile, mais un peu informel, c'est-à-dire sans théorie, sans lire de livres, sans même lire de critiques. Et j'ai surtout été passionné par le rock. En fait, je lisais plutôt des critiques de rock que des critiques de cinéma quand j'étais jeune. Un peu comme Arnaud Vivian, que vous avez interviewé d'ailleurs il n'y a pas longtemps. Et donc, pourquoi je suis venu au cinéma par le rock? C'est parce que, enfin, je suis venu à l'écriture de cinéma par le rock. Comme je le raconte dans le livre, à un moment, mes amis avaient fondé un journal, on peut appeler ça un fanzine, je suppose. Donc, ils m'ont proposé éventuellement d'écrire dans ce journal, et c'est à partir de là que j'ai commencé à écrire sur le cinéma. Et j'écris sur la musique, sur le rock, toujours le rock and roll, des origines, parce que j'étais fan de rock and roll, et pas vraiment de musique punk, même si la musique punk était autour de nous et nous encerclait un petit peu. Donc j'ai commencé à écrire sur le cinéma hollywoodien, parce que je ne regardais que des films hollywoodiens quand j'étais jeune. Et après, ensuite, j'ai commencé à
j'ai commencé à écrire pour un quotidien de temps en temps. Petit à petit, j'ai commencé à écrire sur le cinéma. Mais c'est grâce à Olivier Assayas que j'ai eu l'idée d'écrire au Cahier du cinéma. Donc, Olivier Assayas, je l'avais connu dans ce milieu, parce que je le voyais dans les fêtes. C'était un ami des Sticky Toys. Il avait fait des courts-métrages avec Ellie, la chanteuse, soit comme actrice, ou bien avec Jacques No qui s'appelait Denis, enfin Denis qui était surnommé Jacques No, qui avait fait la musique d'un de ses films, je crois, et qui a aussi, pour lequel il avait tourné un clip sur une de ses musiques. Donc c'était Olivier Assayas en fait. Et après, quand j'ai eu l'idée d'un article assez long sur le cinéma en relief, parce que j'avais commencé déjà à être journaliste depuis le début des années 80, mais de manière très ponctuelle, pas professionnelle. Et en ayant eu l'idée d'écrire un article sur le cinéma en relief, je ne sais plus pourquoi, j'ai contacté Olivier Assayas pour voir s'il pouvait m'introduire auprès des Cahiers du cinéma, parce que je ne lisais même pas les Cahiers du cinéma en fait. Je savais que les Cahiers du cinéma c'était un bon journal, peut-être un des meilleurs, donc je me suis dit je vais aller voir le meilleur. Et donc par j'arrive plus à trouver le mot. Enfin, disons par son intermédiaire, j'ai contacté les Cahiers du cinéma et j'ai commencé à écrire dans les Cahiers du cinéma. Et c'est c'est Serge Choubiana qui m'a proposé d'écrire des critiques, alors que j'ai jamais eu l'idée d'écrire des critiques. Donc, c'était pour dire que petit à petit, je suis devenu journaliste de cinéma, critique, parce que j'avais connu Olivier Assayas et que j'avais connu Olivier Assayas dans ce milieu du rock des années 70-80. Voilà, c'est pour ça que je voulais dire que j'étais venu au cinéma par le rock. Mais le cinéma m'intéressait depuis longtemps. Je voulais faire des films quand j'étais au lycée. Donc ça a précisé mon aspect plutôt journalistique et critique, le fait de connaître Olivier Assayas. Voilà. Puis, eh oui. Bon, voilà. Merci en tout cas. En tout cas, c'était vraiment passionnant de discuter avec vous et merci pour l'effort, parce que vous disiez au début que c'est pas forcément un exercice que vous aimez, mais c'était très agréable. Très, très agréable en tout cas. C'était passionnant. Paris, Punkabilly 76-80. Voilà. Merci beaucoup en tout cas, Vincent Austria. Merci, Samir. Bonne journée, générique. In the canyon, that's where I long to be, with my 3 good companions. Just